Rebonjour, bienvenue à notre émission. Cybèle Olivier, beaucoup de commentaires aujourd'hui, des sujets Ben brûlants. c'est ça. Puis là, en plus, la météo arrive Oui. présentement. Mais oui, en effet, vous avez été nombreux à réagir à la discussion qu'on avait avec d'abord Fatima Aboubacar, ensuite avec Nick Payne par rapport à la place de la religion dans les écoles en lien avec le rapport qui a été publié sur les universités Dawson, notamment sur la place des prières à l'école. Ensuite de ça, avec Nick Payne, là, on venait de parler de ces hommes qui sont donc près de la piscine à regarder des femmes. Alors, ça vous fait réagir, c'est normal, c'est des sujets qui viennent nous chercher. Continuez de le faire, je suis là pour ça. 1-877-827-2346, c'est le 187 Cube Radio. Et carrément, on va prendre les commentaires. Moi, tu sais, je quitte dans la dernière heure, mais vos commentaires, on les lit tout de même. Ça se pourrait qu'ils soient affichés à l'écran, donc n'hésitez pas à texter quand même. Merci Cybèle Olivier qui est avec nous. Et maintenant, on va se tourner vers les États-Unis, vers la météo extrême. Il y a eu également, en fait, quand on regarde du côté de l'Europe, cette canicule là, que les habitants ont subie, qui a été extrêmement difficile là, au cours des derniers jours. Et du côté du Texas, c'est assez incroyable. On parle d'inondations au Texas. Et le bilan pour le moment, ça fait plus de 80 morts ce week-end et ça crève le cœur, vraiment, ça brise le cœur. On parle de 27 enfants. Il y a des moniteurs aussi qui participent à un camp d'été. Et c'est vraiment terrible ce qui s'est passé là-bas. Et justement, parlons maintenant de cette météo extrême. Je voulais qu'on fasse le point. On va en parler avec Patrick de Bellefeuille, qui est présentateur et spécialiste en changement climatique à Météo Média. Patrick de Bellefeuille, bonjour. Bonjour, Karima. Bien, on se tourne donc ce qui se passe au Texas parce que c'est vraiment une situation d'urgence. Il y a de nombreuses victimes. Là, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour en arriver à un bilan aussi lourd, bilan qui est temporaire, là? Bien, quand la météo se déchaîne comme ça et que ça arrive la nuit, c'est le pire moment. Les gens ne voient pas à l'extérieur de la maison, peuvent pas voir le niveau de la rivière qui monte, puis s'alarmer, puis se dire aïe, aïe, il faut sortir. C'est la même chose pour les tornades. Les tornades qui frappent de nuit, ça cause beaucoup plus de victimes que de jour, parce que de jour, on a le temps de les voir arriver, puis on voit que ça s'assombrit, mais de nuit, on voit rien de toute façon. Alors ça, c'est le premier problème. Cette région-là est aussi connue comme un endroit où la rivière en question a facilement sort facilement de son lit. Ce qui s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi, c'est que d'abord, le service météorologique a émis les avertissements de crue subite. Il était à peu près 1 heure du matin, entre 11 heures et 1 heure du matin. Ça, c'est quand même assez d'avance parce que c'est surtout à partir de 6 heures le matin que ça commençait à devenir vraiment dramatique. Et ils en ont réémis une autre plus tard, vers 3 heures du matin. Sauf qu'évidemment, on s'entend que tout le monde dort. Les gens ne sont pas à leur téléphone pour voir s'il y a une alerte. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est que cette journée-là, c'est la journée de la fête nationale. Il y avait des gens qui ne travaillent pas, donc ils vont se lever encore plus tard. Ce qui fait qu'on n'était pas sur un pied d'alerte du côté de la population. Une crue subite, ça le dit, c'est subi. Et donc, c'est ça, il est tombé par endroits là, presque 400 mm de pluie en quelques heures. Évidemment, ça n'en prenait pas plus pour que la rivière se mette à déborder. J'ai vu des images, là, tu vois littéralement une vague arriver là, et le niveau qui passe de presque traversable à un truc complètement inondé, là, qui est l'eau qui va lécher jusqu'en dessous des ponts qui la traversent. Oui, c'est assez épouvantable ce qui s'est passé. Et je voyais, là, donc là, encore, ils ont maintenu là, les services météorologiques, l'alerte là, aux crues dans le centre du Texas jusqu'à 19 heures, heure locale. Donc, c'est encore extrêmement sensible pour les prochaines heures. Il y a encore un système là, qui donne de la pluie. Je regardais les images radar, puis je suis en contact aussi avec des collègues américains du Michigan puis de l'État de la Floride et ainsi que du Dakota du Sud. Puis ils s'entendent tous pour dire c'est encore très problématique. C'est pas, il peut pas nécessairement très fort au même endroit, mais c'est juste à côté. Alors évidemment, dépendant du bassin versant puis dépendant de l'orientation de la vallée, ça peut encore causer pas mal de problèmes. Mhm. Et parlons de justement ces événements météorologiques très forts. Bon, évidemment, ce qui se passe au Texas, c'est vraiment spectaculaire, là, puis le bilan est très, très lourd. Il y a eu en Europe cette canicule, notamment, bon, je voyais en France, il faisait extrêmement chaud. Est-ce que c'est de plus en plus fréquent, ces canicules? Ça va le devenir. Ça commence déjà à l'être et ça va le devenir un peu plus. Vous savez, quand on parle de changement climatique, j'explique souvent qu'il faut retenir 3 mots. C'est fréquence, intensité et durée. Ça veut dire que les phénomènes extrêmes vont arriver plus fréquemment, vont être plus intenses et vont durer plus longtemps. Donc, on s'attend à ce que ça arrive encore comme ça de plus en plus. Il y a, tu sais, je pense qu'il y a
peut-être 20-25 ans, on n'aurait pas pensé qu'à Paris pourrait faire 40 degrés en été, même si on s'approchait de cette valeur-là. Pour l'instant, c'est des températures qui restaient surtout confinées vers les secteurs de Toulouse ou vers Marseille ou même vers Nice, Cannes. Mais Donc, le maintenant, c'est sud, plus vraiment fréquent. le sud de la C'est ça. France, là, c'était pas... ouais. Tandis que là, c'est tous les ans. Tous Mhm. les ans, à Paris, il y a au moins une journée où il fait 40. Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. On voit qu'il y a tout le monde essaie de mettre le doigt sur le bobo en disant par exemple, je disais un truc il y a à peine une heure là, sur le cycle solaire. Là, on serait dans un cycle solaire plus actif. Donc, on aurait plus... Oui, mais regardez, on va regarder ça autrement. Vous connaissez le phénomène El Niño? Quand on a une année El Niño, normalement, c'est une année qui est... Les températures globales de la Terre sont au-dessus de la moyenne, une année chaude. Sa petite sœur, la Niña, quand on a un phénomène La Niña, on a une année où les températures globalement sur la Terre sont inférieures à la normale. On a une année froide. OK, Il y puis a cette 2 année, ans, on est où, là? là, on est dans le neutre. Mais OK. je vais juste expliquer ça pour vous dire qu'on a connu, pas l'année dernière, mais les 3 années précédentes, c'était 3 années de suite La Niña. 3 de suite. Ben, ces 3 années-là font partie des 10 années les plus chaudes enregistrées sur la planète, malgré que c'est un La Niña. Tout ça pour vous dire qu'on se rend compte que l'activité humaine, le changement climatique, prend le dessus sur les mécanismes naturels que la Terre avait et que maintenant, on a plus d'impact sur le climat que des phénomènes naturels comme El Niño ou La Niña. Et si on regarde du côté du Québec là, pour cet été, quand vous regardez vos cartes, c'est dur de prévoir un peu long terme, mais ça ressemble à quoi? Ben nous, on avait prévu, on a sorti au début du mois de juin notre prévision pour l'été. On avait prévu un été qui aurait de la chaleur, qui aurait des canicules, oui. Ce ne serait pas un été catastrophique côté chaleur, qu'on aurait probablement plus de précipitations que la moyenne, mais pas, ça ne veut pas dire qu'on ne prévoit pas un été qui va être pluvieux dans l'ensemble. C'est juste que quand on va avoir des précipitations, ça va être soit des restants d'ouragans, on a vu l'an dernier ce que ça a donné, soit des orages qui sont évidemment des phénomènes qui déversent beaucoup de pluie en un court laps de temps. La journée n'est pas ruinée, mais si Oui, tu c'est regardes ça. dans ton 24 heures, tu as reçu quand même Pas 50 mm de mal pluie, ce de qui est pluie. beaucoup. Là. Et ceux qui s'en vont dans le sud, là, cette année, pour la saison des ouragans, on surveille quoi en terminant? Ce qu'on va surveiller, c'est surtout la possibilité de enfin, la véracité de la prévision. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées chez nos voisins américains dans les coupures qui ont été faites par l'administration qui font que, par exemple, ils ont moins de budget pour envoyer des ballons sondes. Les ballons sondes, ça nourrit les modèles de prévision météorologique, donc on perd un petit peu de véracité là-dedans. Mais aussi, il y a les satellites qui utilisent leurs faisceaux pour voir dans les ouragans en formation comment ça se passe. Cette information-là n'est plus disponible au service météorologique. Ils la gardent simplement pour le Pentagone, pour l'armée. Ce qui fait que moi, j'ai parlé à mon collègue de la Floride la semaine dernière qui me disait, là, on n'est pas certain de la saison des ouragans. On se dit, c'est gros un ouragan, ça mesure 600 km de diamètre. On va le voir arriver, c'est certain. Mais exactement où est-ce qu'il va arriver, sous quelle intensité, à quel moment de la journée, ça, on attend de voir. On nous a un petit peu coupé les bras. On attend de voir si on est capable quand même de nager. Bon, on va surveiller tout ça. Puis ça, c'est souvent plus au mois de septembre, septembre-octobre. Oui, c'est ça. Le pic arrive à partir de mi-septembre jusqu'à la 1er d'octobre. C'est là où c'est normalement plus actif. Patrick de Bellefeuille, spécialiste des changements climatiques et présentateur à Météo Média. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Sybelle Olivier, oui. Donc c'est assez saisissant là, ce qui s'est passé du côté du Texas avec ce bilan extrêmement lourd, là, ces inondations, 80 morts ce week-end, dont plusieurs enfants là, qui étaient dans un camp, imaginez un camp d'été. Sinon, on a eu des réactions vraiment aujourd'hui sur les différents sujets. Hein, sur, oui, mais écoute, moi, je voulais t'amener ailleurs par rapport à ça parce que j'ai une amie qui était au lac Ontario cette fin de semaine. Je sais pas si tu as vu ça passer dans les médias. Je vais vous montrer une vidéo, OK? Alors ça fait plusieurs semaines que ça a lieu. Donc oui, évidemment, c'est pas pour parler de... En fait, les animaux ont des conséquences aussi des changements de température, des températures extrêmes. Donc, ce que vous voyez présentement, ce sont des centaines et des centaines de poissons qui sont morts sur les plages du lac Ontario, du lac Erie. Parce que c'est complètement desséché, en fait. Il n'y a pas d'eau. Ben, pour ceux qui ne voient pas, là. Oui, c'est ça. Donc, on voit vraiment, c'est une plage, un peu comme vous trouveriez des algues. Ben, ce sont des centaines de poissons morts et
ce sont comme des petits harengs, si tu veux, c'est dans la même famille. Mais à cause des grands changements de température puis des grandes variations, eh bien, ils meurent après des semaines. Ils disent que ça arrive souvent, mais que c'est pire depuis maintenant cette année, étant donné les grosses variations. Donc, si jamais vous allez en voyage là-bas, sachez qu'ils sont au courant de ça, mais c'est un impact des changements climatiques. C'est pas une espèce en voie de disparition, mais moi, de voir cette abondance-là de poissons en train de mourir, ça m'a vraiment choquée. Non, tout à fait. Ben, c'est là qu'on voit c'est extrêmement troublant. Ce sont, oui, c'est ça. Donc, les gens qui nous écoutent, on voit des poissons, en fait, qui sont morts. Donc, des poissons qui sont comme ça sur le bord de la plage, là, qui se sont vraiment... c'est drôle de... En fait, c'est pas drôle, là, mais je vais dire, c'est une situation... Tu sais, on va là pour relaxer, on s'en va se baigner, puis finalement, tu te ou avec des poissons morts sur la plage. C'est vrai que c'est un peu troublant. Merci, Cybèle Olivier. Merci à toi. Merci, à demain. Il est arrivé, il est là. Je pensais qu'on allait en pause. Salut, Rémi. Salut Karima. Comment vas-tu? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va très bien. Puis on va parler un petit peu politique américaine. Je trouve ça intéressant parce que ça fait vraiment la une. C'est un sujet de une aujourd'hui. Elon Musk, hein, vraiment la bromance avec Donald Trump, elle est pas mal terminée, en tout cas en ce moment. Pas près de se rabibocher. Elon Musk, qui veut créer, en fait pas qui veut créer, qui va créer son propre parti pour contrer le bipartisme aux États-Unis. Là, lui, il dit non, les démocrates et les républicains d'un côté, c'est pas suffisant. On veut proposer autre chose. Je veux proposer autre chose et c'est le Parti de l'Amérique. Oui, tout à fait. Puis j'étais assez surpris de constater que ce parti-là n'avait pas déjà été créé dans la mesure où je me contente du nom, là, dans mon analyse pour commencer. Le Parti de l'Amérique, j'aurais pensé que depuis 1776, quelqu'un d'autre aurait eu cette idée-là. Je voulais t'en parler, Karima, parce que je trouve, et c'est pas nouveau, que le commentariat est assez hypocrite sur cette question-là. On relève le côté loufoque, hein, c'est un personnage extravagant, Elon Musk. Il y en a qui se contentent de dire c'est inquiétant, on a vu ce qu'il a fait avec le Doge, c'est un milliardaire, c'est l'homme le plus riche de la Terre, en fait. Mais on pourrait aussi parler du programme. Et avant de parler du programme, on pourrait aussi rappeler que quelqu'un qui veut bousculer le bipartisme, ça relève de la santé démocratique primaire. Là. Je veux dire, Mais je rappelle la quand même santé démocratique, je t'arrête là-dessus, parce qu'on va aller juste en pause, mais on revient justement sur ce sujet-là. L'idée, c'était déjà que tu nous titilles un peu avec ton sujet. On en parle dans un